Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Bon, bonjour à tous. D'abord, bon, je m'excuse pour ce retard. Je sais pas ce qui prend à Google Meet. Il fonctionne pas correctement sur le PC. Apparemment, il préfère téléphone. Alors, rappelez-moi où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois encore. On s'est arrêté à quel niveau? Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté encore la dernière fois? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez?
Et maintenant, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, aussi. D'accord. Ok, ok. Bon, je m'excuse pour tous ces problèmes techniques qui sont malheureusement hors de ma portée. Alors, est-ce que le partage fonctionne chez vous? Est-ce que vous voyez en écran? Oui, Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on a déjà vu ensemble le formalisme de Landau? On a vu encore le formalisme de Landau. Oui ou non? Est-ce qu'on a vu ensemble le formalisme de Landau, s'il vous plaît? Ok, on avait fini cette partie, celle affichée. D'accord, très bien. Maintenant, pour le cours, est-ce qu'on a traité le formalisme de Landau ou non? Alors, bon, est-ce qu'on a vu ensemble la complexité asymptotique? Donc, je pense que non. On s'est arrêté sur l'exemple et on a calculé la complexité sur l'exemple. C'est uniquement ça qu'on a fait la dernière fois. Donc, je suppose. Ok. Alors, bon, à travers l'exemple on a traité ensemble la dernière fois, donc on avait une problématique pour laquelle on a proposé un algorithme qu'on a analysé en vue de déterminer sa complexité. Donc, on a estimé le temps nécessaire à l'exécution de notre algorithme, unité de temps par unité de temps, jusqu'à arriver à sortir avec l'équation qu'on a obtenue. À partir de l'équation, on a parlé de limite à l'infini pour dire qu'est-ce qui est en train d'influer sur le comportement de cet algorithme. On a déterminé le facteur dominant et à partir de ce facteur dominant, on a dit que la complexité dépend de ce facteur dominant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous permettait de dire ça? C'est tout simplement un concept lié à la complexité que je vous présente maintenant. C'est la complexité asymptotique. Donc, on vous dit qu'en pratique, il est difficile de calculer de manière exacte la complexité d'un algorithme. La complexité asymptotique représente une approximation du nombre d'opérations que l'algorithme exécute en fonction des données en entrée, donc les données du problème et particulièrement les données de grande taille. Donc, on ne retient que le terme de poids fort dans la formule et on ignore les coefficients multiplicateurs. Donc, puisque dans la majeure partie des cas, c'est pas évident de trouver la complexité exacte ou de sortir avec la formule exacte qui relie l'occupation, la transformation de temps avec les données du problème. Donc, on va plutôt s'intéresser à une approximation. Cette approximation
On va la l'obtenir à travers le facteur dominant. D'accord? En ignorant les facteurs multiplicateurs et en ignorant les constantes. En ignorant le facteur multiplicateur et en ignorant les constantes. Tout ça, on l'appelle, tout ça, on peut l'avoir grâce à la notion de complexité asymptotique. Alors, la notion asymptotique, c'est quelque chose que vous avez déjà manipulé lorsque vous avez étudié vos fonctions mathématiques au lycée. Alors, je vous rappelle un concept clé, c'était de trouver les points minima et les points maxima, c'est ce qu'on appelait à l'époque Verrois, et on déterminait les droites asymptotiques par rapport à ces points. C'est-à-dire, on avait besoin de déterminer le خطوط المقاربة في الذروة السفلى في الذروة الكبرى. Donc, c'est dire que lorsqu'on étudie l'évolution du cours mathématique, on a besoin de délimiter son comportement à travers des droites asymptotiques à des points clés. C'est des points qu'on détermine à travers l'étude de la fonction, l'étude de la dérivée, etc., etc. On détermine ces points particuliers. Alors, pour le calcul de la complexité, pour la complexité asymptotique, c'est pas une droite asymptotique qui nous intéresse et c'est pas un point particulier qui nous intéresse, mais c'est la borne supérieure lorsqu'il s'agit de la complexité au pire cas pour toute la courbe du début jusqu'à l'infini, et c'est la borne inférieure pour toute la courbe du début jusqu'à l'infini lorsqu'il s'agit de la complexité au meilleur cas. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc, la complexité asymptotique, c'est ce qu'on a fait sur l'exemple. On a ressorti l'équation, on a calculé unité de temps par unité de temps, mais au final, on ne s'est pas intéressé à toute l'équation, on s'est intéressé uniquement au facteur dominant. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à la complexité asymptotique, on va passer au formalisme de Landau. Donc, le formalisme de Landau, c'est un formalisme mathématique ou une notation mathématique qui a donné une interprétation mathématique pour pour les trois types de complexité, c'est-à-dire pire cas, meilleur cas et moyenne. Alors, comment a été proposé ce formalisme? Alors, en sachant qu'on ne mesure généralement pas la complexité exacte d'un algorithme, on mesure plutôt son ordre de grandeur qui reflète son comportement asymptotique, c'est-à-dire son comportement sur les instances de grande taille. Donc, Landau, il a proposé un formalisme mathématique qu'on va étudier juste après, qui permet de cerner cette complexité asymptotique. Alors, le formalisme est le suivant. Donc, vous avez en gras les notations qui nous intéressent. Donc, vous avez grand O, vous avez oméga que j'expliquerai à la fin, vous avez petit o et vous avez également θ. Alors, dire que f, une fonction ou une expression qui représente l'expression qui relie le comportement d'un algorithme en fonction des données du problème, est égal à grand O de G, c'est-à-dire un comportement de G, si et seulement si
il existe un ordre n0 positif ou nul, il existe une constante c positive. Pour tout n supérieur ou égal à n0, f de n est inférieur ou égal à c fois g de n. Donc, f, c'est l'expression du temps par rapport à l'algorithme. G de n, c'est le facteur dominant qu'on a déterminé à partir de l'expression, c'est-à-dire G de n fait partie de f de n, c'est un des termes de la fonction ou de l'expression f de n. Alors, pour démontrer que G de n constitue bel et bien le facteur dominant et constitue bel et bien la complexité de notre algorithme, il faut démontrer ou il faut déterminer un ordre n0 et une constante c telle que f de n est toujours inférieure ou égale à c fois g de n. En principe, vous avez déjà vu cette définition. Est-ce qu'elle ne vous rappelle rien, cette définition? Réveillez-vous. Est-ce qu'elle ne vous rappelle bien rien, cette définition? Vous pouvez répéter, madame, la question? Est-ce qu'elle ne vous rappelle rien, cette expression? La première notation, gros O. Sur le plan mathématique, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Une borne Oui, supérieure majorante. Comment on la détermine? la Pour limite dire que تاع G f de de n, x moins g de x تروح للزيرو هكا لا ليميت لما x تروح لما لا نهاية. c'est ça, oui. Donc c'est la définition d'une fonction d'une borne supérieure majorante. Donc c'est une borne supérieure et elle est majorante parce qu'elle inclut elle borne toute la fonction de l'intervalle 1,0 jusqu'à l'infini. D'accord? Je reprends. Dans le formalisme de Landau, on définit la complexité au pire cas comme étant une borne supérieure majorante qui est déterminée ou qui est obtenue de la manière suivante. Alors, on dit que f est égal à grand O de G. Si et seulement si il existe un N0 positif ou nul, il existe une constante C strictement positive, telle que quel que soit n supérieur ou égal à n0, f de n est inférieur ou égal à c fois g de n. Ça signifie qu'une fois que je détermine l'ordre de complexité, si je veux démontrer qu'il constitue bel et bien et qu'il constitue réellement une borne supérieure pour le comportement de mon algorithme, il suffit de déterminer un ordre n0 et une constante c qui maintiennent cette inégalité. Est-ce que c'est compris pour le pire cas? Madame, est-ce qu'on aura un exemple? Oui, on va appliquer le formalisme sur l'exemple. Ah, ok, merci. On va l'appliquer sur l'exemple de la dernière fois, ne vous inquiétez pas pour ça. Comprenez juste le formalisme dans son aspect mathématique. On aura un exemple, on va directement l'appliquer sur l'exemple de la dernière fois. C'est pour ça que j'ai posé la question au début, est-ce qu'on a fait le formalisme pour que je passe directement à l'exemple ou bien je reviens à l'explication du formalisme. C'est bon? Je peux passer à la notation suivante? Alors, oméga, on va le laisser carrément à la fin, parce qu'il n'a pas une interprétation par rapport à la complexité. Mais c'est une interprétation qu'il a donnée dans son formalisme pour faciliter ses démonstrations. Alors, petit o, c'est la complexité au meilleur cas. Donc, c'est le cas idéal. F égale à petit o de G, c'est-à-dire le troisième point. Si et seulement C, alors il y a une erreur ici que je dois rectifier.
Donc, pour tout un 0 positif ou nul, il existe une constante C strictement positif, telle que pour tout n, donc vous avez la définition de la... madame. Oui, oui, Donc, oui, je vous هاد entends. الفاريابل سي هاد الفاريابل سي هذا dépend de 1 0 ça dépend ماشي donc ماشي stable Bien ماشي sûr, oui, oui, oui. Non, dans les deux cas, c'est la même chose. Ah, pardon. dans les Attendez. Non, dans les deux cas, il existe. Attendez. il existe ok Oui, dans les deux cas, il existe. Pour qu'après, on puisse dire, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, on peut définir là-bas. Dans les deux cas, il existe. Alors, je reprends. Dire que G est la complexité au meilleur cas d'une expression f signifie dans la notation de l'an 2 que f égale à petit o de G. On peut dire ça si seulement si il existe un n0 positif ou nul, donc comme dans la définition de la borne supérieure, et il existe une constante C positive, telle que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, f de n est supérieur ou égal à C fois dg de n. Donc, la complexité au pire cas, c'est la définition de la borne supérieure majorante. La complexité au meilleur cas, c'est la définition de la borne inférieure minorante. D'accord? Oui. Qu'est-ce que signifie le G? Le G, c'est le facteur dominant qu'on a déterminé comme ordre de complexité. C'est-à-dire G de n, en réalité, c'est un des termes de la fonction f de n, ou de l'expression f de n. G de n, on l'a déterminé à partir de f de n comme étant un ordre de complexité. Si c'est le pire cas, c'est le facteur dominant. Si c'est le meilleur cas, on verra comment on va le déterminer dans le meilleur cas, et ainsi de suite. Donc, c'est un des termes de l'expression f de n. Je répète, le formalisme, on va tout de suite le mettre en pratique avec l'exemple précédent. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va considérer comme f de n et qu'est-ce qu'on va considérer comme g de n à chaque fois. Merci. Est-ce que c'est compris? Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. Donc, gros O, c'est la complexité au pire cas, oui, qui constitue la borne supérieure. Et petit o, c'est la complexité au meilleur cas, qui représente également la borne inférieure. Alors, en plus de ces deux notations principales, vous avez aussi une troisième notation qui nous intéresse beaucoup, c'est la définition de la complexité moyenne. Donc, elle permet de donner une interprétation à la complexité moyenne. Alors, on vous dit f égale à θ de g, si et seulement si f est borné par g et g est borné par f. C'est-à-dire que la complexité au pire cas de f égale à g et la complexité au pire cas de g égale à f. Telle qu'elle est définie, on ne peut pas l'utiliser directement dans nos démonstrations. On va plutôt travailler avec l'autre interprétation de cette notation. Dire que f égale à θ de g signifie qu'il existe deux constantes positives strictement C1 et C2. Il existe un ordre n0 positif ou nul, tel que f de n est borné entre C1 fois G de n et C2 fois G de n. C'est-à-dire que le facteur ou la fonction qui constitue la borne, elle est toujours la même. Ce qui change entre la borne supérieure et la borne inférieure, c'est le coefficient C1 et C2.
Est-ce que c'est compris pour le moment? Est-ce que c'est compris pour le moment? Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Alors, je cherche une représentation que j'ai fait l'an dernier pour illustrer justement la différence entre ces... en principe, il doit être là. Alors, c'est peut-être ici. Donc, c'est un petit schéma, un petit graphique qui illustre, en ayant une courbe qui représente un algorithme, que signifie la complexité au meilleur cas, que signifie la complexité au pire cas, et que représente aussi la complexité moyenne. J'espère le trouver, sinon je vais l'ouvrir à partir du téléphone. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le graphe? Oui, madame. D'accord. Alors, si on considère que cette courbe, c'est-à-dire c'est la courbe quelconque, en rouge, représente la complexité, elle représente l'évolution d'un algorithme en fonction du temps. C'est-à-dire si on a ressorti l'expression et on a tracé la courbe par rapport à cette expression. La complexité au pire cas, c'est la borne supérieure du comportement qui a été déterminée à partir du facteur dominant. Est-ce que c'est bon, vous me suivez? La borne inférieure, c'est ce que vous avez en bleu. Vous pouvez avoir une borne inférieure qui représente une courbe parabolique, comme vous pouvez avoir une borne inférieure qui représente aussi une droite. Donc j'ai la possibilité de retenir n'importe quelle borne inférieure mathématiquement possible. C'est-à-dire, même si elle est loin de la réalité, mais puisqu'elle constitue mathématiquement parlant une borne inférieure, elle peut être considérée comme une complexité au meilleur cas. La même chose pour une complexité au pire cas. Bon, ici j'ai retenu une courbe relativement proche, mais j'aurais pu aussi faire une droite carrément qui converge dès le début vers l'infini, comme une borne, comme une courbe exponentielle. D'accord? Donc, ce que vous avez en rouge, en haut, c'est la complexité au pire cas. Et ce que j'ai représenté en bleu dans la partie inférieure, c'est la complexité au meilleur cas. D'accord? Alors, dans la complexité moyenne, on veut faire en sorte que la borne supérieure et la borne inférieure aient la même allure. Ce qui va changer entre les deux, c'est le coefficient multiplicateur C1 et C2. Donc, ce qui représente concrètement le degré d'inclinaison de la courbe. Donc, je veux cerner le comportement de mon algorithme entre deux courbes qui ont la même allure. C'est le même comportement. Pour pouvoir délimiter cette zone que j'ai hachurée en jaune, qui représente la surface d'évolution de mon algorithme par rapport au temps. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Je vais reprendre. Donc, au lieu de dire
que mon algorithme, il évolue en dessous de cette zone par rapport à la bande supérieure. Si je considère la bande supérieure uniquement, je suis en train de dire que mon algorithme ne dépasse pas cette courbe. Il se comporte à l'intérieur de la zone qui est bornée par cette courbe. Mais ça ne me dit rien sur comment évolue son comportement à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai juste la bande supérieure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. J'ai juste la bande supérieure. Et lorsque je dis que le comportement de mon algorithme, il est supérieur à ce que j'ai représenté en bleu, c'est-à-dire supérieur à la limite inférieure ou supérieur à la borne inférieure, que j'ai définie comme complexité au meilleur cas. Donc, je vais dire que dans les meilleurs des cas, je ne pourrai pas aller en dessous de cette ligne droite. Ou bien dans le meilleur des cas, je ne peux pas aller en dessous de cette courbe qui est en bleu. Mais ça ne dit rien aussi sur le comportement à l'intérieur. Dans la partie supérieure, je ne sais pas comment ça se passe. Dans la complexité moyenne, je suis en train de délimiter le comportement par une surface entre deux courbes. Je vais dire, quel que soit n, à partir de n0 jusqu'à l'infini, le comportement de mon algorithme est à l'intérieur de cette surface. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ne serait-ce qu'un petit chouïa. Oui, madame. Et les autres? Oui, non, je dois reprendre. En principe, ça va mieux s'éclaircir avec l'exemple. En principe. Mais comprenez que c'est une interprétation mathématique de la complexité. Et cette interprétation nous donne un formalisme et un mécanisme de preuve en même temps. Vous vous rappelez au début, on a dit on va pas suivre une voie expérimentale pure, on va pas suivre une voie formelle pure, on va faire un peu d'expérimentation pour valider notre application et on va aussi faire un peu de démonstration pour appuyer nos choix par rapport à notre algorithme. Donc, dans la démonstration, dans l'étude théorique, on va calculer la complexité et démontrer que la complexité ou le facteur dominant qu'on a retenu comme ordre de complexité représente bel et bien la borne supérieure du comportement de notre algorithme. Et pour des valeurs relativement petites de n, on peut faire une exécution. Une fois qu'on a validé l'algorithme en termes d'implémentation, on peut faire des exécutions pour appuyer aussi notre étude théorique et notre démonstration. Donc, on va faire une approche basée sur les deux aspects. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, je reviens à l'exemple qu'on a traité ensemble la dernière fois. Donc, c'est l'algorithme qu'on a proposé avec l'analyse qui lui correspond et qu'on a effectuée. Suite à l'analyse, on a déterminé l'équation, c'est-à-dire 2 fois n au carré plus 9n moins 3. Et on a dit que puisque la limite à l'infini dépend de n au carré, donc la complexité au pire cas, c'est n au carré. Par la suite, on va appliquer le formalisme de Landau sur cette équation. Bon, là, vous avez la partie du cours où j'ai expliqué le principe de l'analyse ou les règles de l'analyse. Ensuite, on passe à l'application du formalisme sur l'exemple. D'accord? Alors, pour le premier point, donc vous avez la complexité au pire cas. Dans la complexité au pire cas, f de n égale à grand O de g de n.
Dans notre cas, f de n correspond à 2n au carré plus 9n moins 3. Et g de n, c'est un terme de f de n. Et pour nous, c'est n au carré. Jusque-là, ce que vous êtes en train de suivre. Oui ou non? Vous me suivez? Oui, oui, madame. D'accord. Donc, f de n, c'est l'expression du temps pour notre algorithme. Et g de n, c'est le facteur dominant qu'on a considéré comme ordre de complexité au pire cas. Alors, le reste de ce que vous avez sur cette page, c'est la démonstration que g de n constitue bel et bien une borne supérieure majorante pour f de n, avec un ordre n0 qu'il faut déterminer, avec une constante c qu'il faut déterminer également. Donc, pour que f de n soit égal à grand O de g de n, il faut que quel que soit n supérieur ou égal à n0, f de n soit inférieur ou égal à c fois g de n. Donc, jusque-là, je n'ai fait que rappeler formalisme. Oui. هذيك Oui. minuscule signifie quelque chose d'autre ou la... Non, 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 non. C'est la même chose. Bon, attendez, je vais l'écrire en majuscule ici. C'est la même chose. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. On va l'écrire. Attendez. Pour faire simple, on va l'écrire en minuscule. On va l'écrire en minuscule partout. Bon, le n, je l'ai maintenu en majuscule parce que dans l'équation, on l'a mis en majuscule. Mais c'est la même fonction. D'accord? كي كنتي تحكي على لا سيرفاس عندها لي بلي سي الانتجرال العسل Non, c'est une surface, mais qu'on ne va pas calculer par le biais d'intégrale. On va le calculer par le biais d'intégrale lorsqu'on fera les outils mathématiques, Inch'Allah. On verra donc, pour certains algorithmes et pour certaines expressions, on ne pourra pas déterminer la borne supérieure directement. Il faudra passer par les intégrales. D'accord? Et qui dit intégrale dit surface. Donc, on verra ça vraiment à la fin du chapitre sur les outils mathématiques. Donc, on ne parle pas encore d'intégrale pour le moment. Donc, on va calculer ici la surface, ou on va délimiter la surface. On n'a pas besoin de calculer la surface, mais on va délimiter la surface par deux bornes, supérieure et inférieure. D'accord? On ne va pas encore parler de surface. C'est-à-dire, on ne fera pas encore d'intégrale. Okay. Alors, d'accord. Donc, on va commencer notre démonstration. Donc, quel que soit n, 2 fois n au carré plus 9 fois n moins 3 est inférieur ou égal à c fois n au carré. Ça signifie que cette expression, elle est bornée par 2 fois n au carré, parce qu'on les a déjà, plus quelque chose que j'ai remplacé, que j'ai représenté par point d'interrogation, qui dépend de n au carré. Ce quelque chose qui dépend de n au carré, je l'ai obtenu de cette partie. Donc, j'ai déjà un terme qui dépend de n au carré et je parle de borne supérieure. Donc, il est obligatoirement maintenu, plus autre chose qui doit dépendre de n au carré. Cette autre chose, on va le déterminer plus bas. Alors, on vous dit ici qu'il y a plusieurs options possibles pour borner 9n en fonction de n au carré. On peut tenir compte de la relation qui existe entre n et n au carré. On peut inclure le 9n. On peut donner une interprétation du point d'interrogation comme étant un coefficient fois n au carré. Et vous avez ici différentes options. Et il n'y a pas que ça comme option, il y a plusieurs. Alors, l'intérêt de vous expliquer ces différentes options, c'est de vous dire, attention, il y a différentes valeurs possibles pour n0. Et pour chaque valeur possible de 1,0, j'ai un coefficient C qui lui correspond. Alors, dans la démonstration, on ne vous dit pas quel que soit 1,0 et quel que soit C, mais on vous dit plutôt, on a besoin de déterminer un ordre 1,0 et une constante C qui maintiennent l'inégalité. Donc, il suffit de trouver une seule, on va travailler avec. D'accord? Alors, 9n est inférieur ou égal à n au carré, implique que n est supérieur ou égal à 9. Est-ce que tout le monde arrive à voir?
j'ai éliminé une 1n de deux côtés, je me retrouve à dire que 9n est supérieur ou égal à 9. Ça signifie que 2 fois n au carré plus 9n moins 3 est inférieur ou égal à 2 fois n au carré plus n au carré. Donc, c'est 3 fois n au carré. Donc, cette expression, elle est bornée par 3 fois n au carré. Quel que soit n supérieur ou égal à 9, et pour un c qui est égal à 3. Si le 3 constitue une borne supérieure, ça signifie que le 4 c'est une autre borne supérieure, le 5 une autre borne supérieure, le 6 une autre borne supérieure, et ainsi de suite. Mais nous, on se contente de prendre c égal à 3, parce que c'est lui qui se rapproche le plus de l'expression de notre algorithme. Une autre possibilité, c'est de dire que 9n est inférieur ou égal à 1 tiers de n au carré. Ceci est valable, quel que soit n, supérieur ou égal à 27, 9 fois 3. Si on tient compte de cet ordre n0, on va avoir, alors ici, je n'ai pas complété, donc c'est 2 fois n carré plus 1 tiers de n carré. Et donc, ça vous donne 7 tiers de n au carré. Ceci est valable en considérant n0 égale à 27 et une constante c égale à 7 tiers. Une autre possibilité, c'est de considérer 9n inférieur ou égal à 9n au carré. Ceci est possible, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas, notre expression, elle devient bornée par 11n au carré pour un ordre n0 égale à 0 et une constante c égale à 11. J'ai envisagé aussi une autre option, 9n borné par 1 demi de n carré, ce qui implique que n est supérieur ou égal à 18. Donc, dans ce cas, la constante c représente 5 demi et l'ordre n0 représente 18. Et je peux continuer encore plus loin. Donc, je peux encore envisager d'autres options. Est-ce que vous avez une question? مدام juste fait Oui. la formule الأولى هذيك Oui. point d'interrogation n carré genre منين جات؟ Alors, monsieur Minjat, j'ai mis point d'interrogation n carré parce que je dois trouver quelque chose pour borner ça en fonction de n carré. Donc, le premier terme, c'est lui-même. Attendez, suivez. Le premier terme, c'est le premier terme de la fonction. Vous êtes d'accord? Ah, Oui ou non? alors 2 plus point d'interrogation, c'est le C, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est 2 plus. Bon, je peux le représenter ici. Je peux rajouter encore. Je peux mettre en facteur n carré, c'est 2, plus le point d'interrogation. D'accord? Donc, on va dire que C représente 2 plus le point d'interrogation. Bien sûr, ici, il faut faire attention. Le point d'interrogation ou la constante avec laquelle on va représenter le point d'interrogation doit être strictement positif. Sinon, l'inégalité n'est pas correcte. Est-ce que c'est compris? Donc, le 2, on a le point d'interrogation, on va le déterminer. Comment on va le déterminer? On va le déterminer en bornant les autres facteurs de l'équation. Vous avez 9n, on est en train de le borner ici. Et pour le 3, vous allez voir ce qu'on va faire aussi plus bas. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, oui ou non? D'accord.
Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est les différentes options ou les différentes possibilités pour borner le NF1. Bon, vous, dans un exercice, vous allez trouver, déterminer une seule borne et retenir une seule borne. Mais moi, je suis en train de vous dire qu'on a différentes options. La différence entre ces options réside dans les valeurs de N0 et les valeurs de C. Si je privilégie un ordre N0 petit, c'est-à-dire celui qui démarre de l'origine, attention, je risque d'avoir une constante C qui est très grande. Si je veux avoir une constante C qui est très petite, ici, vous avez cette tiers. C'est la valeur la plus basse que peut avoir ici la constante. Si je dis que C égale à 7 tiers, attention, l'ordre 1,0 devient égal à 27. Je peux même dire que 9n est inférieur ou égal à 1 neuvième de n au carré. Mais là aussi, ça voudra dire que le n0 va commencer à partir de 91. De 81, pardon. 9 fois 9. D'accord? Donc, lorsque vous allez déterminer l'ordre N0 et la constante C, il faut trouver la bonne valeur de la constante qui va vous faciliter le travail et la bonne valeur de N0 qui soit pas très éloignée. Parce que l'intervalle entre 0 et N0 n'est pas considéré par votre borne, c'est-à-dire il n'est pas considéré par votre complexité. Est-ce que vous avez compris les différentes options? C'est compris, oui ou non? Pour les différentes options. Oui, madame. Réveillez-vous. La semaine prochaine, on va commencer les outils mathématiques. Vous devez vraiment être concentré. Alors, moi, j'ai retenu la toute première option, c'est-à-dire 1,0 égale à 9 et C égale à 3. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 9, 2 fois n carré, oui. Oui. Option. Est-ce que ça veut dire n'importe quelle solution de les options est considérée correcte? Bien sûr, oui, oui. Toutes ces possibilités sont correctes. Toutes ces possibilités, elles constituent une borne. Et toutes ces possibilités vont avoir un ordre N0 qui leur correspond et une constante C qui leur correspond. Oui, il n'y a pas une solution unique. Ah, ok. D'accord? Il n'y a pas une solution unique. Alors, moi, j'ai retenu cette solution. Quel que soit n supérieur ou égal à 9, 2 fois n au carré plus 9n, inférieur ou égal à 3 fois n carré. Avec n0 égale à 9 et c égale à 3. Maintenant, il faut qu'on voit est-ce que le moins 3 ne pose pas de problème. Alors, les équations qu'on manipule, c'est des équations de temps qui relient les données du problème avec le temps que consomme l'algorithme. Alors, dans nos équations, les variables sont entières et le temps résultant doit être strictement positif. Il ne peut pas être nul, c'est clair. Il doit être strictement positif. Donc, il faut que ce moins 3 ne puisse pas influer sur le sens de notre résultat. C'est la raison pour laquelle on doit vérifier à partir de quelle valeur de n cette équation peut ne pas être positive. Donc, d'où cette partie. Donc, 2 fois n au carré plus 9 fois n moins 3 est positif ou nul si et seulement si 2 fois n carré plus 9n pardon, est supérieur ou égal à 3.
Donc, n fois n plus 9 supérieur ou égal à 3. Pourquoi j'ai représenté cette équation de la sorte au lieu de calculer le delta? Je n'ai pas besoin de calculer le delta pour déterminer avec quelle variable de cette équation n s'annule, parce que je sais déjà que mon n, il est supérieur ou égal à 1. C'est une donnée dans l'énoncé du problème. On vous a dit des tableaux de dimension n supérieur ou égal à 1. Donc, quelle que soit la valeur de n supérieure ou égale à 1, n fois n plus 9 est supérieur ou égal à 10. Donc, supérieur ou égal à 3, c'est trivial. Est-ce que tout le monde a suivi? Donc, le moins 3 ne risque pas d'influer sur le sens de l'équation. Elle reste toujours positive. Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Elle reste toujours positive. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 9, 2 fois n au carré plus 9 fois n moins 3 est borné par 3 fois n au carré. Avec n0 égale à 9 et c égale à 3. Donc, on a déterminé la borne supérieure. On a démontré que n au carré est bel et bien la borne supérieure en considérant la constante c égale à 3 et à partir de n, à partir de 9 jusqu'à l'infini. Est-ce que c'est compris pour cette première utilisation du formalisme? Madame, Oui, في le deuxième ligne, oui, 2n carré plus 9 fois n supérieur oui, à 3. oui, n oui. fois plus 9 supérieur à 3. Le 2 main considéré, wesh. Attendez. Non, bien sûr qu'on le considère. Ok. Et Et même si on considère le 2, ça ne change rien. Attendez. si, madame, ça changera beaucoup. Et ça restera toujours supérieur. Oui, bien sûr. Donc, au lieu que ça soit 10, ça va être 20. Oui, c'est ça. Non, ça ne va pas être 10. Non, ça ne va pas être 10. Attendez. Alors, attendez. Ça Je va vais être dire ici. normalement. Ah 2 non, fois n. Là, carrément, je vais mettre ici. c'est le 2 à l'interne, madame. 3 demi. Voilà. Le 2 à l'interne, pas à l'externe. Attendez. Mais allez, on va le mettre ici. Il n'y a pas de problème. Ça ne va rien changer. Alors, ça va être 11. 9 plus 2. C'est 11. Fois 1, c'est 11. C'est bon? Oui. Pourquoi on sait que le n est supérieur à 1? Parce que dans l'énoncé, on vous dit que le n représente la dimension du tableau et on considère des tableaux de dimension supérieure ou égale à 1. Ah, ok. Oui, Dans l'énoncé de l'exercice. On vous a dit ça. باسكو سي ان est égal 0 راح يجي اسمه ريزولتا موان 3 ما كاش منها موان 3. Eh, justement. ما يقدرش يكون عندنا tableau égal à 0 et on ne peut pas avoir un temps négatif. oui. C'est une donnée. Non, c'est bon. Oui, c'est une donnée. C'est le domaine de définition de notre équation. Et à chaque fois qu'on définit une équation, il faut lui trouver un domaine de définition. Le domaine de définition, il peut dépendre du problème, comme il peut dépendre du domaine de définition de l'équation. Par exemple, la fonction logarithmique n'est pas définie à 0. Donc, je ne peux pas avoir un n qui est égal à 0. Si j'avais une équation qui dépendait de la fonction logarithmique. Mais là, j'ai un polynôme. Mathématiquement parlant, il peut avoir une valeur à 0. Mais par rapport à mon algorithme, il n'est pas défini dans l'intervalle par rapport à la valeur 0. Il est défini dans l'intervalle 1 plus l'infini. Uniquement.
Ok, madame. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a un problème de son. ah, c'est la connexion de ça. D'accord. Est-ce que c'est compris? Donc, pour résumer ce qu'on a fait. Madame, Oui. Oui. la fonction f, l'algorithme, c'est quoi? Ça correspond à quoi? 2n au carré plus de... Attendez, Hannah. Je vais remonter. Elle correspond à ça. Elle correspond à la formule qu'on a obtenue suite à l'analyse. Quand on a analysé et on a regroupé toutes les unités de temps en tenant compte de nombre d'itérations, en tenant compte du comportement des boucles, du conditionnel, des instructions séquentielles, etc., on a obtenu cette équation. Donc cette équation, elle reflète le temps, oui, elle reflète le temps nécessaire à l'exécution de notre algorithme. Donc je travaille toujours sur le même exemple. C'est pour ça que je tiens compte des données de l'exemple. Donc on a écrit l'algorithme, on a analysé l'algorithme, on a déterminé la complexité de l'algorithme et on est en train de démontrer que cette complexité, elle constitue bel et bien la borne supérieure pour le comportement en nous basant sur le formalisme de l'onde. D'accord? Donc on est toujours en train de travailler sur l'algorithme. Est-ce que vous avez compris pour la borne supérieure comment on l'a démontré ici? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, je résume un peu les choses. On a tenu compte du facteur dominant, on a dit que c'est l'ordre de complexité, on a borné par rapport à ce facteur dominant. On a retenu, on a considéré le terme qui comporte le facteur dominant, puisqu'il est multiplié par une constante. Donc, on l'a inclus dans la constante C, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, la constante C, c'est 2 plus le point d'interrogation. Donc, la constante C, on est sûr qu'elle est supérieure à 2. Supérieure à 2 de combien? On a calculé le point d'interrogation en bornant le deuxième terme 9 fois n. Si vous avez 10 termes, il faut borner les 10 termes pour qu'on soit d'accord. C'est-à-dire il faut considérer tous les termes de l'équation un par un pour déterminer la borne. Lorsqu'il s'agit des constantes, il faut là aussi en tenir compte. Si c'est une constante en positif, elle peut influer sur l'ordre 1, 0. Lorsqu'il s'agit d'une constante négative, comme ici le moins 3, il faut faire attention que cette constante ne soit pas en train d'annuler ou de rendre négatif le résultat de cette équation. C'est ce qu'on a fait ici à la fin. Alors, la dernière fois avec vos camarades d'une autre spécialité, alors ils m'ont posé la question suivante. Je vais vous écrire la question ici. Si j'ai f' de n qui est égal à 2 fois n carré moins 9n cette fois moins 3. C'est sûr que j'ai de n, elle est toujours égale à n au carré parce que c'est toujours le facteur dominant. Que représente la valeur de C et que représente l'ordre n0? Ils peuvent pas être les mêmes. C'est quoi f', madame? C'est la dérivée ou la... Une autre fonction. Une autre fonction que j'ai appelée. Bon, c'est moi HF. C'est moi HF, c'est moi F1. Si j'ai une autre fonction F1. Bon, je vous laisserai réfléchir à ça pour la prochaine fois. D'accord? Maintenant, on va terminer rapidement avec la borne inférieure. Ici aussi, on va faire attention à ce que 9n ne puisse pas annuler le comportement des 2m au carré. Donc, une indication, il faut aussi vérifier la dominance de 2 fois n au carré par rapport à 9 fois n. Madame, في هذه الكيسيون نجيبو سي والان زيرو هكا. سي والان زيرو. مدام ادم عندك موان 9 ان هذيك موان زيد لها موان 3 هذيك تنحى طول وتعود عندك 2 ان او كاري دونك
Voilà, c'est comme indication. C, c'est 2. Il faut trouver le N0. والان زيرو لازم نجيبوا لو دومين دو ديفينيسيون تاع الفونكسيون كي نجيبوه Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est compris? Donc, je vous laisse travailler ça pour la prochaine fois si vous voulez. Alors, donc si vous n'avez pas de questions par rapport au PRK, on va... oui, oui. إذا تقدر ديره بكرة ديره. هذا وشنو اللي نقدر ندير دوك؟ لا je vous laisse réfléchir, hein, on le traitera ensemble la prochaine fois encore, Inch'Allah. Ok, c'est réglé. Je l'ai donné exprès pour déclencher la réflexion sur ça. D'accord? Ok. Alors, pour le meilleur cas, on a différentes possibilités, comme on l'a vu dans l'exemple. Je peux considérer petit o égale à n, comme je peux aussi considérer petit o égale à n carré. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Les deux peuvent constituer une borne inférieure. Dire que petit o égale à n, c'est-à-dire que l'expression, elle est supérieure ou égale à c fois n, et dire que l'expression, elle est en petit o de n au carré, ça signifie que toute l'expression, elle est bornée par n au carré. D'accord? Bon, je pense on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 10h29. Donc, le temps que vous puissiez commencer votre séance de cours avec Madame Dahman. Et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel pour terminer ça et pour commencer le chapitre sur les outils mathématiques. D'accord? Oui. Alors, la semaine prochaine, puisqu'il s'agira du présentiel, on fera 2 heures de cours. Vous n'aurez pas TD, vous ferez 2 heures de cours avec moi. D'accord? Et pour le TD, madame? Le TD, elle vous le fera en ligne la semaine d'après. En fait, c'est moi qui vais prendre sa séance pour avancer un peu en cours. Ok, madame. Et pour ce document, Il est déjà sur le drive. Ok. Alors, le délégué, est-ce que vous avez reçu mon invitation pour le drive? C'est invitation sur le drive. Oui. Est-ce que vous avez reçu le lien? Oui, oui. Alors, s'il vous plaît, oui, justement, je voulais lui parler sur ça. J'arrive plus à accéder au fichier de la mailing list. Si vous avez un autre lien ou si vous avez modifié la mailing list, s'il vous plaît, envoyez-la moi. J'ai pas pu envoyer le lien du drive à tout le monde. Je l'ai envoyé qu'au délégué. Bien sûr, oui, la question que j'ai trouvée sur le chat, on peut aussi dire que pour la première question, on peut dire que c'est n au cube. n au cube, n4, on peut dire 2 à la puissance n, n à la puissance k. Toutes ces fonctions-là, elles peuvent constituer des bornes supérieures cohérentes, mathématiquement parlant. Mais en termes d'ordre de complexité, on essaye toujours de se rapprocher le maximum possible de la réalité. Parce que c'est à la base de cet ordre de complexité qu'on va juger les performances de notre algorithme. Et dire est-ce que c'est quelque chose de valable, on peut l'implémenter, c'est quelque chose de réalisable, ou bien non, c'est pas réalisable, on va abandonner cet algorithme. D'accord? Alors, donc, oui. Et t'as une solution, s'il vous plaît. Quelle solution? Des exos avec des solutions. Parce que... Les exos avec solutions, vous avez les exos DTD et les solutions, elles sont déjà sur le drive. Toute la série, elle est résolue sur le drive. Avec les solutions, les explications. Et même là où il y a différentes solutions possibles, j'ai donné les différentes solutions possibles. Ah, c'est bien, merci. D'accord. Et vous avez même les capsules vidéo d'explication DTD.
Parce que l'année dernière, comme j'ai travaillé avec Webex, j'ai enregistré les séances de cours et les séances de TD. C'est pour ça que j'ai tenu à vous donner le lien vers le Drive. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, madame. Merci à vous. Bonne journée. Et on se revoit là, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel. À vous. Merci. Allez, au revoir.